Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 13 de ce Tour d'Italie. On commence à rentrer tranquillement dans le dernier tiers de la course. On va regarder un petit peu le parcours de cette étape, l'histoire, le cycliste du jour, comme sur les autres étapes depuis le début de ce Tour d'Italie, mes favoris, puis le programme télé du jour. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui sont vos favoris surtout, quelle est votre grosse cote pour cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Je remercie les gens qui font cet effort, je remercie également les personnes qui font l'effort de cliquer rapidement sur les notifications, sur les différentes vidéos juste après leur mise en ligne. Et ça, pour le faire de manière un petit peu plus facile, vous pouvez rajouter la petite cloche. Étape numéro 13. Une étape qui peut-être paye pas de mine sur le papier, mais qui peut être très spectaculaire dans sa dernière heure de course, avec un enchaînement de petits murs, de petites bosses, avec pas mal de pourcentage, des bosses pas très longues, une arrivée aussi en bosse du côté de cette étape. C'est vraiment un lieu où on peut avoir une belle bagarre entre quelques sprinters qui passent bien les bosses, à la Pedersen, on aurait pu dire la Michael Matthews, voire des punchers qui peuvent également être performants sur ce type de parcours, et pourquoi pas non plus des grimpeurs qui tenteraient peut-être de reprendre du temps. En dehors de cette dernière heure de course, il ne se passera pas encore grand-chose, hein. Ne vous leurrez pas, c'est surtout sur cette dernière heure et demie de course que là, on devrait avoir du spectacle du côté de cette journée, avec pas mal de petites bosses. Alors dommage par contre, c'est que le final est peut-être pas hyper technique. C'est-à-dire que les descentes sont pas non plus exceptionnellement dures. Ce qu'on a pu connaître parfois sur certaines éditions du Giro, sur une étape avec comme ça, des difficultés type puncher, c'est qu'on avait parfois des descentes assez techniques ou des routes qui étaient parfois étroites. Là, on est plutôt sur des belles routes du côté de cette étape, mais on va avoir encore des bosses, et puis le circuit final, on aura assez peu de temps de transition entre chaque difficulté, et là ça peut être intéressant parce que si on se met un petit peu dans le rouge, on peut perdre un petit peu de temps du côté de cette étape, ou si on a un petit temps de retard. Je pense que les purs grimpeurs, mais vraiment les purs grimpeurs, ceux qui n'ont pas forcément des qualités de puncher, ou pas des qualités de puncher exceptionnelles, ont un petit peu peur de cette étape. Pour les autres, on se dit peut-être qu'on peut aller gagner du temps, reprendre du temps, ça peut être une journée intéressante. Dénivelé positif, 1452 mètres, donc c'est seulement la 16e étape dans ce classement, ce qui n'est pas extrême, hein, 1452 mètres, et ce qui fait donc elle est assez loin dans le classement des étapes au niveau du dénivelé positif. On regarde tout de suite le parcours de cette journée. On part de Rovigo pour aller à Vicenza, un circuit pour finir. Ce qui est un petit peu la particularité, je dirais, de ce Giro 2025, 180 km au programme, et donc 4 côtes de 4e catégorie, plus une bosse également du côté du kilomètre Red Bull. Début de journée sur les 40 premiers kilomètres assez calme, jusqu'à Galzignano Terme, on est sur du plat. Je pense que l'échappée ne mettra pas beaucoup de temps à sortir. Première côte du jour, le Passo Roverello, 3 km 4 à 6,8 de moyenne. Je ne sais plus si c'est la côte que j'ai pris. Non, voilà, j'ai pas pris les côtes. Parce qu'en gros, à chaque fois, il y a un passage compliqué. Il y a un passage à chaque fois en noir sur les différentes côtes du programme. On redescend vers Arcolé, 2 sprints intermédiaires à Novanta Vicentina au kilomètre 50, et puis à San Bonifacio au kilomètre 94. Et c'est à partir de Pederiva
que la course va se complexifier. Donc vous voyez dans ces 60 derniers kilomètres avec une première montée du côté de Pederiva, 1 km 4 à 6,7 de moyenne, enchaîné avec le San Giovanni del Monte, une montée un peu plus longue, je crois qu'elle fait 4 km, puisque là c'est un petit peu coincé, à 6,6%, sommet au kilomètre 135,5, c'est-à-dire à moins de 50 km de l'arrivée. On aura un premier passage à Vicenza, qui sera le lieu de l'arrivée. Ça sera au kilomètre 160, donc c'est-à-dire à 21 km de l'arrivée. Cette montée de 800 mètres à 7,6%. Et puis on aura la montée de Arcugnano, 1 km 8 à 6,6, qui sera le lieu du sprint bonification, enfin en fait du kilomètre Red Bull. On regarde tout de suite le final du côté de Vicenza. L'arrivée est assez simple. C'est pas très technique, voilà, pour arriver sur cette côte de 4e catégorie. Donc il n'y a pas de grande difficulté, à part ce rétrécissement qui est à 2 km 400 de l'arrivée, puis l'épingle qui est juste avant la flamme rouge. Ensuite il y aura une longue courbe, mais qui se passe en montée, qui nous emmènera jusqu'à l'arrivée. Passage max 12%. Selon les organisateurs du Giro, il faut parfois se méfier avec les organisateurs du Giro au niveau du dénivelé positif. La carte de cette étape, donc Rovigo, Vicenza, vous voyez donc le circuit autour de Vicenza qui est un petit peu plus en détail ici. Pas extrêmement technique, hein, ce circuit de 20 km. Donc avec quelques changements de cap, changements de direction, du côté de la météo, ça va avoir son importance, notamment au niveau du vent. Un vent qui sera assez fort, un vent d'est, en moyenne aux alentours de 30 km/h. Je vous dis donc en moyenne, je ne compte pas les rafales. Par contre, en tout début de journée, pas mal de rafales à 60 km/h, ce qui pourrait, avec un vent complètement d'est sur les premiers kilomètres de course, peut-être animer le peloton et créer des petites cassures. Donc ce vent, il sera d'est, donc il vient de ce côté-là, c'est-à-dire que dans cette portion-là, il est de dos, et dans cette portion-là, il est plutôt 3/4 face. Donc ça peut donner des idées pour essayer de faire mal du côté du peloton, ce qui fait que sur le circuit final, ce vent d'est, eh bien, il sera plutôt de dos dans la montée finale, ce qui pourrait permettre de créer des petites cassures dans ce peloton. On passe tout de suite à l'histoire de ce Tour d'Italie. Alors, on est dans des régions qui ont déjà été traversées par cette épreuve. Du côté de Rovigo, eh bien, dernier passage de la course, c'était en 2020. Lors de l'étape numéro 13, on passait dans cette étape par cette commune. C'était une étape qui était très plate, hein, et qui s'était malgré tout fini avec un petit groupe à l'avant de la course. Voilà, on avait eu pas un sprint massif, et c'était Diego Ulissi qui s'était imposé, qui avait battu Almeida, Corrad, sur une étape qui pourtant ne faisait que 820 mètres de dénivelé positif du côté de cette journée. On a eu également une arrivée, même plusieurs arrivées du Tour d'Italie, d'étapes du Tour d'Italie. La dernière, c'était le Giro 2001, l'étape numéro 9, remportée au sprint par Mario Cipollini, à l'époque, qui avait battu Danilo Hondo et Andrei Hauptmann. Voilà, du côté de cette étape à l'époque, Danilo Hondo qui était du côté de la Team Telecom, et sur 142 km, on avait seulement 153 mètres de dénivelé positif, ce qui représente à peu près le contre-la-montre qu'on a eu du côté de Pise, mais sur 28 km. Donc c'est pour vous dire vraiment que c'était extrêmement plat. On a eu également le départ d'un Baby Giro, un prologue qui avait été remporté par Salvatore Comesso devant Matteo Tossato en 96. Du côté de cette commune, quelques départs de la semaine Coppi et Bartali également dans cette commune de Rovigo.
Le Passo Roverello, ça sera le premier passage de la course dans cette ville, comme à San Giovanni in Monte, la montée la plus difficile de la journée. L'arrivée à Vicenza, arrivée dont se souviendront Corbin Strong ou encore Dorian Godon, vainqueur du Giro del Veneto dans ce final. C'est le même final même hein, que le Giro del Veneto, hein, cette montée de Vicenza. C'est au même endroit, hein, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Et la montée d'Arcugnano, c'est également une montée qui est prise voilà, par cette épreuve donc, du Giro del Veneto désormais. Donc voilà, c'est le même parcours que du côté de cette épreuve. On regarde rapidement donc du côté de Vicenza. La dernière étape du Tour d'Italie qui est arrivée à Vicenza, c'était déjà sur un parcours un peu vallonné en fin de journée. Ça ressemblait un petit peu même à l'étape du jour à l'époque. On arrivait donc sur ce fameux Monte Berico qui est le lieu d'arrivée du Giro del Veneto. Les premières côtes par contre étaient différentes sur une étape qui était assez longue, 190 km, mais avec une première partie de course très plate, mais ça s'était déroulé sous la pluie, vraiment des trompes d'eau. Et ce jour-là, et c'est une spécialité en ce moment sur les parties histoire du Tour d'Italie, l'étape avait été remportée par le roi Philippe Gilbert, qui s'était imposé du côté de cette étape devant Contador Ulissi et Simon Geschke, l'homme qui prévoit des coups de bordure alors qu'il n'y a pas de vent, Simon Geschke, du côté donc de cette journée où il y avait eu des petites différences au niveau du classement général, des petits retards pour certains coureurs. On parle du cycliste du jour désormais. Un cycliste du jour qui est de San Bonifacio, donc il sera lieu de passage de la course, et je pense qu'il y aura des pancartes à son effigie. C'est Davide Rebellin, et oui, le coureur italien qui a passé une grande partie de sa vie sur un vélo, qui est mort sur un vélo dans un accident contre un camion d'un chauffeur allemand, avec une affaire qui est encore en cours, hein, c'est assez extraordinaire. Je pensais que ça s'était réglé un petit peu plus vite que ça, mais non. Forcément, alors parler de Rebellin, c'est un petit peu particulier parce que d'un côté, Rebellin, on est sur un coureur qui a une carrière exceptionnelle dans sa longueur. Il a commencé en 92, stagiaire en 92, et en gros, il a fini sa carrière en 2022. 30 ans de carrière, c'est du jamais vu dans le cyclisme. Il y a aussi cette fin tragique du côté de Rebellin, parce que en gros, il est mort quelques jours après sa retraite professionnelle, après sa dernière course, parce qu'il avait fini sur la Veneto classique et sur le Giro del Veneto. C'était ses deux dernières courses en gravel. Il avait également, en course, il avait également participé au championnat du monde de gravel, également à l'époque. Et il va faire une course encore à Monaco, remportée par Philippe Gilbert. Et puis 2 jours après, alors qu'il faisait un décrassage, on va dire, qu'il faisait du vélo, eh bien, il va être renversé par ce chauffeur. Et puis, forcément, on ne peut pas négliger du côté de Rebellin, c'est que c'est un coureur qui a été pris par la patrouille, suspendu pendant 2 ans, à l'époque notamment où il était à la Gerolsteiner. Il fait partie voilà, des mêmes coureurs dopés que les Bernard Kohl, les Stefan Schumacher notamment, à une époque où on était sur une période encore assez trouble du côté du cyclisme italien, parce que c'est une période où pas mal de coureurs se font choper, ce qu'on appelait l'EPO de troisième génération, donc l'EPO Serra, je crois que c'est comme ça qu'on le surnommait à l'époque, qui était un EPO++, mais qui était devenu détectable au fur et à mesure du temps. Et Rebellin, on a toujours eu des doutes sur une partie de sa carrière en termes de résultats.
quand on sait que du côté de la Gerolsteiner, on n'était pas extrêmement propre, que du côté de l'équipe Polti également, il y avait à boire et à manger au niveau du dopage, et qu'à la Française des Jeux en 97, on peut aussi avoir des doutes sur la manière dont ça se passait dans la formation française à l'époque. Alors dans le palmarès de David Rebellin, parce que c'est pas seulement une longévité, c'est quand même un coureur qui a fait le triplé sur les Ardennaises, Amstel, Liège, Flèche Wallonne en 2004, vainqueur de 3 Flèches Wallonnes, 2004, 2007, 2009. C'est vrai qu'il a eu pas mal de résultats au final, passé 30 ans, hein, c'est un coureur qui a mis du temps, on va dire, à s'exprimer. Vainqueur de Paris-Nice en 2008, là aussi on peut avoir des doutes, hein, sur ses derniers résultats sur la Flèche Wallonne. Vainqueur de Tirreno Adriatico, c'était en 2001. De Paris-Nice en 2008, donc des 3 vallées varésines, du Giro dell'Emilia, 3 fois vainqueur du Giro del Veneto 98, 99, 2000 également, et 61 victoires en carrière du côté de ce coureur. La première même, elle a eu lieu en 1993 sur la Old Brau Cup, où il avait battu ce jour-là Bo Hamburger. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il a connu quand même énormément de générations de coureurs. Et puis, la dernière victoire, c'était en 2017 sur le Tour d'Iran, qui avait lieu également en partie en Azerbaïdjan, où là, il a battu, par exemple, Damien Monnier, le coureur français, qui a passé énormément de temps de sa carrière en Asie, ou Nicolas Tofali, un autre coureur italien, mais donc des coureurs qui n'étaient pas du tout de la même époque. Et si on regarde sa dernière grosse victoire, ça doit être la Coppa Agostini, voilà, en 2015, quand il gagne la Coppa Agostini, il bat Nibali, Bonifacio, Nizzolo, Colbrelli, des coureurs, voilà, qui étaient bien plus jeunes que lui à l'époque. Donc voilà, David Rebellin, une carrière particulière sur les grands tours. Ça n'a pas été forcément une grande réussite. Alors, sur le Tour d'Italie, il a fait son meilleur résultat sur un grand tour avec une 6e place en 96. Il avait porté le maillot rose pendant 6 jours, mais il a souvent abandonné sur les grands tours. Donc il a rarement eu une grande réussite sur ces courses-là. Voilà, du côté de David Rebellin. Mais parfois, c'était peut-être des abandons pour éviter des contrôles antidopage. La stratégie de cette étape, simple, anticiper. Je pense que si vous voulez surprendre, vous pouvez surprendre sur ce parcours-là. Vous pouvez essayer d'anticiper. Donc ça peut être intéressant pour certains coureurs. L'échappée, moi je vois pas l'échappée aller au bout. Parce que je pense que l'échappée... Déjà, il y a le vent qui est défavorable sur une partie du parcours, ça va pas être un avantage. Mais aussi parce que je pense que derrière, il va y avoir des coureurs qui vont être intéressés par cette étape et qui vont se dire « Ah, je peux peut-être aller la gagner, mais je peux peut-être faire également un petit coup au général. » Et moi, je pense qu'on va avoir un petit peloton derrière qui va réussir à se bagarrer pour la victoire. Ça, c'est mon avis. Et je verrai bien également... Donc moi, je pense qu'on aura un peloton groupé, mais je me dis, anticiper peut quand même être intéressant pour certains coureurs. Et ensuite, je vois pas l'échappée aller au bout. Et je serais pas surpris qu'un leader perde 20-30 secondes aujourd'hui. C'est-à-dire il faut être bien placé quand même si c'est pas hyper technique. Et je me dis qu'il y a peut-être un coureur qui est pas dans un super jour, qui est pas encore au top de sa forme, qui pourrait se faire avoir sur cette étape. Donc il faut faire attention. Du côté de mes favoris sur cette journée, j'ai mis Mats Pedersen. Si ça roule pas trop fort, Mats Pedersen peut s'en sortir. Mais il faut pas que ça roule trop fort, quand même. Je pense également à Del Toro. Se méfier
de Del Toro, parce qu'en gros, si on n'a que les leaders du général les uns avec les autres, ça pourrait extrêmement bien le faire du côté de Del Toro. Moi, je me méfie de Ben Turner, de la Ineos, parce que vu qu'il a quand même fait 3e hier, et qu'on est quand même sur un coureur qui est plutôt à l'aise dans cet exercice-là, il faudrait s'en méfier. Et en grosse cote, mais qui est une demi-grosse cote quand même, peut-être, c'est Dorian Godon. Dorian Godon, il a déjà remporté le Giro del Veneto. Enfin, voilà, ces épreuves-là, c'est un type d'arrivée qui peut très très bien lui convenir à Dorian Godon. Donc il faudra également se méfier du coureur de la Decathlon AG2R. Programme télé, départ 13h05. Premier sprint intermédiaire à 129 km de l'arrivée entre 14h10 et 14h17. À ce moment-là, on aura déjà passé la première bosse de la journée. Sprint interne numéro 2 à 86 km de l'arrivée entre 15h04 et 15h16. La montée de San Giovanni in Monta à 44 km de l'arrivée. Ça aura déjà commencé un petit peu à s'activer un petit peu avant, mais entre 16h et 16h17 pour une arrivée prévue entre 16h59 et 17h23 du côté de cette étape. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'est un mec production. Ciao, ciao!